Je pense que le mal en France, il a pris des proportions, et je pèse mes mots en le disant, qui sont diaboliques. C'est un président qui crée en permanence des problèmes avec les citoyens. Il n'y a plus de cohésion sociale. On a un président qui a mis le chaos. Macron s'est donné les pouvoirs d'être un dictateur en France. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et les décisions qui sont prises en France sont plus qu'inquiétantes. Elles sont fascisantes. C'est-à-dire, ils ont les pleins pouvoirs sur notre parole, sur nos biens et sur nos enfants. La semaine dernière, des émeutes à grande échelle ont éclaté dans toute la France. Désormais, le gouvernement et le président Macron accusent les réseaux sociaux d'inciter et d'alimenter les troubles. Ont-ils vraiment des motifs pour de telles mesures visant à réguler intégralement, voire même à éteindre les réseaux sociaux ? Alors, effectivement, depuis 15 jours, il y a eu des émeutes en France, ça s'est calmé. Mais depuis que le président Macron, il y a des émeutes. Il y a eu des émeutes avec les Gilets jaunes. Il y a eu des émeutes, là, récemment, sur cette question-là, d'un assassinat ou d'un accident ou d'un fait divers dans la banlieue, selon ce que pensent les personnes. Mais surtout, il y en a eu aussi au moment des retraites. Donc, c'est un président qui crée en permanence des problèmes avec les citoyens. Et ces problèmes, il veut toujours les résoudre avec plus de censure. Parce qu'en fait, il voudrait que les Français écoutent ce qu'il dit comme s'il était un dieu et ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et le problème des réseaux sociaux, c'est un endroit où les gens réfléchissent différemment et s'inquiètent de la tournure des choses en France. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le chaos des 15 derniers jours? C'est qu'on a eu, encore une fois, une volonté de diviser les Français entre eux. Et c'est toujours la même chose. On a divisé les gens qui avaient confiance dans la police avec les gens qui étaient pauvres, immigrants, noirs, arabes dans les banlieues. Et ce qui fait qu'à chaque fois, il y a des nouvelles fractures. Il y a eu des fractures sur la santé avec la pandémie. Il y a des fractures sur la vision du monde entre l'OTAN et la Russie. Et maintenant, il y a une fracture, presque une guerre de religion, entre les banlieusards et les villes avec les commerces. Et on voit qu'en fait, la société ne fonctionne plus de façon unie. Il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de cohésion sociale. On a un président, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la loi, elle n'est pas sortie depuis les émeutes. Elle était déjà prévue avant. Et en fait, ce que permettent les émeutes, c'est de faire passer cette loi très facilement, alors que s'il n'y avait pas eu les émeutes, elle ne serait jamais passée. C'est-à-dire que les parlementaires, s'il n'y avait pas eu les émeutes, ils auraient regardé la loi et ils auraient compris que c'est inadmissible. C'est inadmissible de pouvoir allumer à distance les téléphones portables des citoyens français. C'est inadmissible de pouvoir, par simple décret, sans juge, sans le Parlement, juste avec le Conseil des ministres, de décider de saisir les biens, de décider de demander aux gens de rentrer sous les drapeaux et d'aller faire la guerre. Mais c'est pire que ça. C'est qu'en réalité, aujourd'hui, le président peut décider ça, non pas parce qu'il y a une agression au cours de la France, non pas parce qu'il y a un danger immédiat, mais parce qu'il perçoit la possibilité qu'un danger immédiat arrive, on ne sait pas quand. Donc c'est très flou. Donc en fait, le président français, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, s'est donné les pouvoirs d'un dictateur. Macron s'est donné les pouvoirs d'être un dictateur en France. En quoi les émeutes récentes différaient-elles de toutes les précédentes ? Pourquoi les gens étaient-ils si en colère ? En fait, alors il faut bien comprendre que les émeutes qui sont organisées avec les réseaux sociaux, c'est des émeutes de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de personnes. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont efficaces pour avoir beaucoup de monde.
Donc c'était le cas des manifestations pour les retraites ou des manifestations contre le pass sanitaire pendant la période du Covid. Et là, il y avait des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui venaient et les réseaux sociaux avaient aidé à ça. Dans ces émeutes, on n'a pas du tout des gros rassemblements de personnes. En fait, c'est comme des commandos qui sont allés piller des magasins, mettre à feu des maisons. Donc le président dit c'est grâce aux réseaux sociaux, mais pas du tout. Les personnes qui veulent organiser des pillages, etc., ils n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Il suffit de s'envoyer des SMS, de s'appeler les uns les autres, mais ils ne vont surtout pas laisser de traces sur les réseaux sociaux. Donc c'est une fausse excuse. En fait, en utilisant l'excuse des réseaux sociaux contre ces manifestations, qui ont fait peur à tout le monde, parce que les gens étaient tous touchés, puisque le matin, vous revenez dans la ville, vous avez entendu des bruits toute la nuit, les magasins sont détruits, et c'était dans toute la France. Alors que les manifestations, c'était surtout dans les grandes villes, et elles étaient rarement violentes. Elles ont été de temps en temps violentes à Paris ou ailleurs, mais c'était toujours dans le cadre d'affrontements directs entre des dizaines de milliers de manifestants et des centaines de CRS. Là, cette fois, il n'y a pas eu de violence. À aucun moment, on voit la police se battre avec les manifestants. Ça n'arrive pas. D'ailleurs, ils peuvent cambrioler, on voyait les images, librement. Donc il y avait un autre objectif en fait. Donc il y a un gros mensonge en disant que c'est à cause des réseaux sociaux, parce que pour faire ça, ils n'avaient pas besoin des réseaux sociaux. La seule chose, c'est que les réseaux sociaux permettaient de voir la réalité des choses. Et on est dans un gouvernement qui est dans le mensonge, donc il ne veut pas que les gens puissent voir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est il y a des gens qui ont pillé des magasins, c'était des petits groupes très organisés, et ce n'était pas des manifestations de la banlieue contre les villes ou autres, c'était véritablement des pillards qui sont allés profiter du fait que le président de la République, dès la mort du jeune homme, a dit le policier est responsable. Il n'aurait pas dû faire ça. Alors qu'en réalité, l'enquête n'a pas eu lieu et donc personne ne peut s'exprimer sur la culpabilité ou non de quelqu'un, et surtout pas le président de la République, avant que l'enquête ait eu lieu. Donc les manifestations, c'est un moyen formidable de faire passer des lois juste avant les vacances d'été qui sont extrêmement liberticides et qui ne seraient jamais passées sans le chaos. Donc on peut se demander qui était particulièrement heureux de ce chaos. Et la France est dans un chaos permanent, comme je disais tout à l'heure. Depuis que le président Macron est élu, il y a le chaos. Notre-Dame a brûlé, on ne connaît toujours pas le résultat de l'enquête, et après, la France a été le laboratoire des pires décisions qui ont été prises sur tous les sujets. Peut-on dire que la réaction actuelle des autorités françaises, menace d'éteindre les réseaux sociaux, de confisquer les voitures, de priver les parents de droits parentaux, est une atteinte aux grands principes de la France, liberté, égalité et fraternité ? Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est que cette nouvelle loi qui permet de porter atteinte à la fois aux personnes, à leur liberté, à leur intégrité physique, puisqu'on peut éventuellement les mobiliser sous les drapeaux, mais également à leurs biens, donc à la possibilité de propriété, c'est la loi la plus liberticide imaginable. Tous les pays, toutes les grandes démocraties ont des lois qui permettent de mobiliser les citoyens en cas de guerre. Mais c'est des lois qui sont extrêmement précises. En Russie aussi, il y a des lois de mobilisation, en France, aux États-Unis. Il y a des lois qui sont extrêmement encadrées avec un processus parlementaire, éventuellement l'intervention de juges, etc. Là, on a une loi qui permet par simple décret au président d'agir et les conditions d'action sont extrêmement floues. Et ce qui s'est passé, c'est que cette loi, elle est passée inaperçue, c'est-à-dire que c'est mi-juin, au moment où il y a eu les attentats au couteau à Annecy, que la loi a été mise à l'Assemblée. Et donc pendant une semaine, comme il y avait eu des violences contre des enfants au couteau, même les parlementaires ne regardaient pas, tout le monde était inquiet, qu'est-ce qui se passe en France, pourquoi des gens veulent assassiner les enfants dans des parcs, etc. Ensuite, il y a eu d'autres faits divers, une mamie qui s'est fait piquer violemment son sac à main, etc. Et à chaque fois avec des images très précises de la situation. Et donc les médias n'ont parlé que de ça. Et là, arrive cette loi, personne n'a véritablement lu cette loi, n'a compris les conséquences. Même les députés qui avaient été vigilants, même les sénateurs qui ont été vigilants, n'ont pas compris à quel point cette loi était dangereuse
Pour ce qui est la France, liberté, égalité, fraternité. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au même moment, au Luxembourg, quasiment la même loi est passée. Et donc on voit bien que tout ça c'est concerté, c'est organisé. Et on va découvrir que maintenant d'autres pays vont suivre l'exemple de la France, puisqu'en fait quand la France prend une décision, il y a beaucoup de pays qui disent bah regardez ils ont fait ça en France à l'unanimité, donc on va faire la même chose chez nous. Et les journalistes, les parlementaires vont dire si les Français ont fait ça, ils y ont réfléchi, on va accepter. Et on voit bien qu'en fait l'Europe est de plus en plus liberticide. Ils veulent faire la même chose aux États-Unis, puisqu'ils s'attaquent au premier amendement et au deuxième amendement. Donc il y a une volonté de créer un 27e, 28e amendement qui limite en fait la portée du premier amendement sur la liberté d'expression et le deuxième amendement qui est la liberté de posséder des armes pour retourner un gouvernement qui empêcherait la liberté d'expression. Puisqu'en fait aux États-Unis la Constitution américaine tourne autour de ces deux principes clés. C'est on doit pouvoir s'exprimer librement et si quelqu'un vous en empêche, vous avez le droit de prendre les armes pour le virer. Ça c'est la base. Et ben dans un pays comme la France, les armes sont interdites, elles ont été ramassées. Maintenant, on n'a même plus le droit, si le président fait un décret, de dire non, puisqu'en fait, on peut se faire confisquer sa maison, c'est des amendes énormes et c'est une pression psychologique maintenant qu'il va y avoir qui est très forte. Puisque même le Parlement qui a voté pour ça et les sénateurs qui ont voté pour ça viennent d'accepter en fait de ne plus être consultés si le gouvernement, en cas de pandémie, en cas de conflit qui déborde en Ukraine ou ailleurs, décider qu'il va mobiliser tout le monde, qu'il va prendre les biens de tout le monde, qu'il va dire aux gens ah vous habitez à la campagne, et ben pour le climat c'est dangereux. Donc on vous confisque votre maison et en plus vous n'avez même pas, le gouvernement n'est même pas obligé de rembourser la réalité de ce que ça coûte. En fait il peut vous installer quasiment dans une tour en vous disant maintenant ça va vous suffire. Non mais c'est très très sérieux et c'est très grave ce qui se passe en France. Très très grave. C'est vraiment, on est en train de rentrer en dictature, mais c'est une dictature démocratique et parlementaire. C'est-à-dire que cette dictature, elle a été instaurée par des gens qui étaient censés représenter des possibilités de contre-pouvoir intellectuel, mais les médias sont tous unanimes dans le sillage du président Macron, parce qu'en fait les médias appartiennent tous au même groupe d'intérêt, en fait à une poignée de milliardaires qui sont très amis avec ce système-là, et les parlementaires, même les parlementaires d'opposition, sont tombés dans le piège d'un mois de chaos, de faits divers avec des tentatives d'assassinat, cambriolage, etc. Et là, le chaos avec les banlieues. Et c'était juste ce qu'il fallait pour que, complètement aveuglément, tous les parlementaires et tous les médias disent il faut absolument voter cette loi. Ne réfléchissez pas, votez, c'est bien pour vous. Et il y a très très peu de personnes qui réagissent, à part à l'étranger où les gens disent mais qu'est-ce qui vous arrive en France, vous êtes malade ? Et des gens comme moi qui s'expriment, mais on ne sait pas combien de temps encore on va pouvoir s'exprimer. Peut-être que dans un mois, on va suspendre toute possibilité de s'exprimer sur Twitter, puisque c'est la prochaine loi qui est en train d'être discutée en ce moment. C'est-à-dire il y a une nouvelle loi qui a 4 fois été refusée au Parlement, et là elle repasse dans des circonstances très favorables, et il est possible qu'elle passe quasiment à l'unanimité, et qui permet de nouveau au gouvernement de décider par décret de qui a le droit ou pas de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Non mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Comment la société française réagira-t-elle à de telles mesures ? Qu'est-ce que cela signifiera pour le pays ? De nouvelles protestations encore plus sérieuses peuvent-elles éclater ? Petit 1, les médias n'en parlent pas. Donc quand les grands médias, la télé, la radio ne parlent pas de mesures liberticides, les gens n'ont pas conscience. Petit 2, c'est la période des vacances qui commence. Donc les personnes ont uniquement la tête dans les vacances, ils se disent on vient de vivre des mois et des années de malheur, de stress, etc. Finalement, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas d'explosion nucléaire en Ukraine, il n'y a pas de mobilisation de mes enfants, il n'y a pas trop de censure. Et donc ils ferment les yeux et tout ça va passer tranquillement pendant l'été. Et les gens vont revenir en août ou en septembre et tout aura changé, mais ils n'en ont pas eu conscience et ce sera légal. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est totalement légal. C'est un coup d'État légal, démocratique, parlementaire et démocratique. Mais les gens ne le savent pas. Ils vont le réaliser. C'est-à-dire, dans quelques mois, les gens vont dire « Mais non, mais j'ai le droit de m'exprimer.
Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai dit la vérité. Ah oui, non, mais le gouvernement a décidé que même la vérité n'était pas autorisée. Donc maintenant, le langage officiel, c'est le mensonge, mais ils pourront dire ça avec cynisme. C'est très très sérieux ce que je dis, c'est ce que permet la loi. Alors ils disent évidemment non, mais on ne va pas l'utiliser dans ce sens, ne vous inquiétez pas, ce serait que dans un cas très grave. Mais si c'est dans un cas très très grave et très spécifique, pourquoi la loi, elle n'écrit pas très spécifiquement et pourquoi elle est floue? Elle est floue parce que comme la loi sur la pandémie, ça commence comme ça et pas à pas, en fait, ils vont tout obtenir. Mais cette fois-ci, ils n'ont même pas eu besoin de faire semblant d'aller pas à pas, ils ont tout obtenu d'un seul coup. C'est-à-dire, ils ont les pleins pouvoirs sur notre parole, sur nos biens et sur nos enfants. Pourquoi assistons-nous pour la première fois à une réaction aussi dure de la part des autorités? La crise est-elle vraiment si grave? De quoi le président Macron et le gouvernement ont-ils peur maintenant? Mesures dures, le seul moyen de rester au pouvoir? Petit 1, le gouvernement en France, il n'y a aucun problème pour rester au pouvoir. On voit bien que ce soit les gilets jaunes qui ont été matés dans le sang, hein, des yeux perdus, les mains arrachées, etc., que les manifestations pour les retraites, le gouvernement a une police extrêmement nombreuse et les manifestations comme ça n'a aucun impact. Là, la différence des manifestations des banlieues, c'est que ce n'étaient pas des manifestations, c'était des bandes qui sont allées se servir dans les magasins, à proximité de là où les gens habitent, et étonnamment d'ailleurs, qui ont attaqué des mairies ou des lieux de pouvoir. Donc c'était extrêmement symbolique. On peut se demander d'ailleurs s'il n'y a pas quelque chose d'assez ressemblant avec ce qui s'est passé le 6 janvier aux États-Unis ou après l'élection de Lula au Brésil, où beaucoup de personnes s'étaient demandé s'il n'y avait pas des gens qui s'étaient introduits au sein des manifestations pour les faire exploser dans la violence. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui s'interrogent qui étaient les personnes cagoulées, qui étaient déposées en voiture et puis qui remontaient dans des voitures un peu après avoir dirigé, entre guillemets, vers des objectifs plus stratégiques les manifestants. Parce qu'en fait, il y a eu des manifestants très jeunes, extrêmement faciles à manipuler, très malheureux dans leurs conditions de vie, parce qu'aujourd'hui, en France, il n'y a plus d'espoir. Il y a 20 ou 30 ans, quand vous étiez dans des banlieues pauvres, que vous étiez un immigré, vous aviez la possibilité d'une ascension sociale. Vous pouviez devenir chauffeur de taxi, bien gagner votre vie, acheter une maison, avoir vos enfants qui étudient, etc. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Donc si vous êtes de la même banlieue, éventuellement vous pouvez être chauffeur Uber, mais vous allez gagner 10 fois moins d'argent en fait que ce que pouvait gagner un chauffeur de taxi. Vous allez devoir travailler 7 jours par semaine, 10, 11, 12 heures dans la journée pour commencer à gagner votre vie. En fait, vous devenez esclave. Et donc les personnes préfèrent parfois les trafics, la drogue, la prostitution, la violence. Et pour les parents, ils n'ont plus le droit d'exercer leur autorité. Parce qu'en fait, la France, c'est un pays où si un parent donne une gifle à son enfant ou est sévère avec lui, il peut être mis en prison. C'est-à-dire qu'en fait, les parents et les professeurs à l'école n'ont plus le droit d'autorité. Donc le seul quasiment qui a le droit à l'autorité, ça c'est un gros changement avec le Covid, c'est l'État. C'est-à-dire qu'on disait on n'a plus besoin de l'autorisation des parents pour vacciner les enfants. On n'a plus besoin de l'autorité des parents pour faire le changement de sexe des enfants. On n'a plus besoin de l'autorité des parents pour décider ce qui est bien ou mal pour les enfants qui n'ont pourtant pas le droit de voter. On est dans un pays qui est un laboratoire de la folie du monde. Et donc le gouvernement n'a absolument pas peur de rien puisqu'il contrôle tout ça. Le gouvernement contrôle le narratif, il contrôle les médias principaux, il contrôle la presse, il contrôle les grands groupes financiers, donc la pub qui passe partout, il contrôle les associations qui financent ou pas dans les quartiers, il contrôle les allocations familiales qui sont données ou pas dans les quartiers, il contrôle les flux d'immigration et qui vont avoir un impact sur la vie, entre guillemets, des personnes qui sont dans des milieux où vont s'installer les personnes plus proches. Donc on a un gouvernement qui contrôle cette politique de chaos parfaitement bien et qui a toujours dans les tiroirs les lois qui lui permettent de prendre contrôle de tous les autres
en utilisant le système démocratique parlementaire de la France. Donc on est véritablement dans une démocratie astucieuse, et j'aurais même envie de dire, on est dans une démocratie diabolique en France. Et quand le président Vladimir Poutine dit c'est une guerre entre le bien et le mal, je pense que le mal en France, il a pris des proportions, et je pèse mes mots en le disant, qui sont diaboliques. De telles décisions des autorités sont-elles une menace pour la démocratie en France ? En France. La France n'est plus un pays démocratique. Vous savez, le président Macron, il a été élu en 2017 sur un malentendu. Le candidat qui devait être élu s'appelait Fillon. Et il a été détruit par une campagne de presse et une campagne de justice extrêmement accélérée. Et il a été abandonné par beaucoup de monde, pas parce qu'il n'était pas un candidat fiable et juste, mais parce qu'en fait, il y a une machine qui œuvrait dans les dîners en ville et dans l'ombre pour mettre en place Macron, qui est quelqu'un qui est totalement inconnu. Je vous rappelle que c'est un président qui a 44 ou 45 ans. Personne ne connaît son enfance, personne ne connaît l'enfance de la deuxième moitié du couple Macron. Vous imaginez une grande démocratie qui élu quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est un mystère. Et le mystère est de plus en plus grand parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas aimé, qui est détesté par les gens. Tout le monde pense au fur et à mesure qu'il va être rejeté, qu'il ne va pas être élu. Et il est tout le temps réélu et son pouvoir s'accroît. Et il a un pouvoir considérable sur les médias, sur les parlementaires, sur les gens qui travaillent avec lui. Il y a quelque chose de très étonnant. Et vous savez, c'est quand même quelqu'un qui ose essayer de s'inviter au congrès des BRICS. Donc il pense qu'en fait, il a un pouvoir, et j'utilisais le mot diabolique, il a un pouvoir sur les personnes qui dépassent la raison. Et je pense que les personnes qui ont décidé de l'avoir le plus loin possible de lui ont compris que c'était l'intérêt. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et les décisions qui sont prises en France sont plus qu'inquiétantes. Elles sont fascisantes.